J'ai constaté avec beaucoup de plaisir qu'en m'annonçant, il y a eu une très légère hésitation sur le début de la syllabe. Alors ça m'a fait très plaisir, pour toutes sortes de raisons. Parce que je pense qu'une des choses que je partageais de la manière la plus forte et la plus constante avec la personne qui s'est glissée dans le premier FR, c'était justement l'amour des livres. Et je crois que les rares moments de liberté que s'octroyait le président François Mitterrand étaient des moments de visite dans les librairies. Et j'ai eu la chance aussi de pouvoir, avec lui, à plusieurs reprises, visiter des librairies parisiennes, et j'ai toujours constaté qu'il y prenait un plaisir intense et qu'il le faisait avec un soin méticuleux, allant des livres d'art aux derniers ouvrages romanesques, aux classiques. Il connaissait très bien les fonds des librairies, enfin, ou plutôt les orientations. Il connaissait très bien les libraires. Et il nourrissait son amour des livres de ses contacts avec les libraires. Et ça m'a fait très plaisir qu'il y ait cette légère hésitation, parce que tout d'un coup, c'est ce souvenir qui m'est revenu à l'esprit. Et s'il y a un domaine où je lui ressemble, c'est, je crois, celui-là, sans avoir aucunement ses connaissances ni l'étendue de sa culture. Mais j'aime la librairie, j'aime les librairies, j'aime m'y perdre, j'aime y rester, j'aime parler avec les libraires. Et je crois d'ailleurs que vous le savez, et que j'essaie de vous le montrer modestement en venant vous retrouver aujourd'hui. Monsieur le Président du syndicat de la librairie française, cher Benoît Bougerolles, Monsieur le Président de la Fédération des libraires en région, cher Jean-Claude Duquerrois, Monsieur le Président du syndicat national de l'édition, cher Antoine Gallimard, Monsieur l'adjoint au maire de Lyon chargé de la culture, cher Georges Kepenekian, Monsieur le Président de l'École normale supérieure de Lyon, qui nous accueillait, cher Olivier Faron. Chers amis, je suis, comme je viens de vous le dire, particulièrement heureux d'être parmi vous cet après-midi, dans le cadre de ces rencontres nationales de la librairie. L'organisation de ce temps de réflexion collective est une initiative particulièrement salutaire que je tiens à honorer. Il me semble en effet indispensable et urgent de replacer la librairie au centre des débats sur l'avenir de la filière du livre. Le rôle irremplaçable joué par les libraires dans notre vie culturelle et intellectuelle n'est, à mon sens, pas assez reconnu et valorisé. Sachez l'attention, sachez la reconnaissance que je porte aux libraires, et sachez la reconnaissance et l'attention que je porte à ce réseau unique au monde, qui contribue à promouvoir le livre dans toute sa diversité et qui participe de la manière la plus essentielle à la vitalité de nos territoires et de notre démocratie. Je sais combien le métier qui est le vôtre est complexe, difficile, astreignant. Je sais qu'il ne peut être exercé que par des femmes et des hommes personnellement investis dans leur action, militants discrets mais ô combien précieux du livre, de la lecture et de la transmission. L'une des personnes qui m'a accueilli et qui, en me montrant l'un des stands qui se trouvait ici, m'a parlé du désir de devenir libraire. C'est quelque chose que je comprends profondément.
le désir de devenir libraire. Et je lui ai répondu en lui disant que je revenais de Mayotte, j'ai été il y a 3 semaines, et qu'à Mayotte, il y a une excellente librairie. C'est-à-dire que Mayotte, c'est loin. Il faut prendre l'avion pour aller jusqu'à La Réunion, on change d'avion, ensuite, on range un peu, on change, on s'arrête à Madagascar, on repart, c'est loin. Et bien là, au cœur de Mayotte, il y a une excellente librairie. Et donc, il y a quelqu'un qui a eu ce désir de témoigner pour le livre et de témoigner pour la diffusion des livres. Et c'est d'ailleurs un lieu de partage et d'échange particulièrement fréquenté. Le désir d'être libraire. Vous le ressentez, vous le partagez, vous le transmettez. Moi, je trouve ça vraiment admirable. Je sais aussi combien les motifs d'inquiétude sont aujourd'hui nombreux. Et c'est principalement pour cela que je suis venu vous voir. L'étude sur la situation économique et financière des librairies indépendantes, dont la synthèse a été présentée, je crois, ce matin, ne peut que dresser un tableau sombre. Et cela doit constituer un signal d'alarme, tant les perspectives sont préoccupantes. Cette étude, qui mériterait d'être conduite à intervalles réguliers, met en avant 3 tendances profondes qui affectent la librairie indépendante. Le chiffre d'affaires, qui est en recul, les charges qui s'alourdissent, la rentabilité qui s'effrite. Bien sûr, il ne s'agit là que de tendances moyennes, et l'étude montre que certains points de diffusion connaissent des évolutions plus favorables. Les librairies les plus importantes, ainsi que celles qui investissent dans un travail de qualité particulièrement marqué, notamment les librairies labellisées, échappent encore peu ou prou à ces phénomènes. Cependant, il faut se rendre à l'évidence. Un grand nombre de librairies en France sont aujourd'hui dans une situation économique et financière très précaire qui conduit les auteurs de l'étude qui a été présentée à pronostiquer une accélération de l'érosion du tissu des librairies. Nous célébrons cette année les 30 ans de la loi sur le prix du livre. Cette loi avait pour finalité de maintenir sur l'ensemble du territoire un réseau dense et varié de détaillants du livre afin de préserver la diversité éditoriale. En effet, une partie de l'édition ne trouve son public que grâce au travail de promotion, d'animation, de conseil qui est pris en charge par la librairie indépendante. Si le réseau des libraires est menacé, c'est une partie essentielle de l'édition, notamment l'édition de création en littérature et en sciences humaines, qui se trouverait immédiatement en très grand danger. Scellant l'union d'intérêts qui lie éditeurs et librairies autour d'engagements qualitatifs, la loi Lang a structuré notre économie du livre depuis 30 ans. Elle n'a eu aucun des effets pervers que ses détracteurs voulaient lui trouver, en particulier l'inflation des prix de vente au détail. Cette grande et bonne loi reste plus que jamais nécessaire. Ma conviction, cependant, est qu'elle ne suffit plus tout à fait toute seule à atteindre tous les objectifs qui sont les nôtres. Je souhaite donc développer avec vous un plan d'action en faveur de la diffusion du livre, mobilisant tous les acteurs concernés, les éditeurs, les collectivités locales, les établissements publics, l'État et les libraires, bien sûr, puisque c'est de vous qu'il s'agit aujourd'hui et que vous êtes une des priorités de mon attention. Notre responsabilité collective est d'y prendre notre part avec le plus grand engagement. Je crois tout d'abord que face à la dégradation de leur situation et devant une concurrence accrue venant de toutes sortes d'opérateurs, les libraires doivent s'organiser tout en conservant leur légitime indépendance,
À cette fin, ils peuvent poursuivre et approfondir les démarches de mutualisation qui ont été entreprises sur des sujets stratégiques communs, que ce soit à l'échelon régional ou national. À ce titre, je tiens à saluer le travail de dialogue social et d'organisation qui a permis d'aboutir à la nouvelle convention collective des métiers de la librairie. Ce travail est d'autant plus méritoire que la charge du personnel représente un poste très élevé dans l'économie de ces commerces de détail. Par ailleurs, certaines réalisations qui se sont déjà fait jour autour des questions du transport du livre sont très concluantes. Elles mériteraient d'être mises en avant et reprises largement. Les libraires doivent également mettre en commun leurs efforts pour mettre en place un système renouvelé de formation professionnelle, qu'elle soit initiale ou continue. Cette exigence répond à la fois au haut niveau de qualification attendu du personnel de librairie, comme à la grande réactivité nécessaire à des entrepreneurs dans un secteur en mutation très rapide, et où sans cesse des questions que nous n'imaginons même pas aujourd'hui vont se poser dans des délais très courts. Des modalités intéressantes d'organisation et de mutualisation sont aussi à approfondir autour des marchés publics de livres, notamment à travers les groupements momentanés d'entreprises et les groupements d'intérêt économique. Dans ce domaine, l'Union fait la force face à un appel d'offres local trop élevé pour pouvoir susciter la candidature d'une librairie isolée. Enfin, l'enjeu le plus aigu est celui de la modernisation des infrastructures et de l'adaptation au numérique. Dans ce domaine, plus que dans tout autre, la mutualisation des efforts me semble être une exigence impérieuse. L'outil DataLib, par exemple, qui permet à ses adhérents d'ajuster leurs assortiments de manière plus fine et d'effectuer une veille démultipliée sur les évolutions du marché, me semble devoir être pris en exemple et encore soutenu. Je crois qu'il n'y a pas d'alternative au développement d'un portail commun de la librairie indépendante sur Internet, tant pour la vente en ligne de livres imprimés que pour prendre une place dans le marché numérique naissant. Ce projet économique, incarné aujourd'hui à travers le portail 1001libraire.com, correspond à une ambition politique essentielle. C'est pourquoi l'État vous soutiendra, comme il l'a déjà fait, via le CNL, et je salue la présence de son directeur, M. Colosimo, et comme il a proposé de le faire en proposant d'inscrire ce projet au nombre des investissements d'avenir. Cependant, dans ce domaine-là, pour ce portail-là, il y a certainement encore un certain nombre d'efforts à faire pour lui donner l'efficacité, la spécificité, l'enveloppe, le périmètre nécessaire. Il ne faut pas prendre de retard. J'étais il y a 1 mois et demi à San Francisco pour rencontrer les dirigeants d'Amazon, les dirigeants d'Apple, les dirigeants de Google. Il ne faut se faire aucune illusion. Sous des dehors policés, différents les uns des autres, c'est une offensive tous azimuts qui se développe. Vous ne devez pas en faire les frais. Et il est donc absolument indispensable que vous puissiez développer pour chacune des questions et chacune des méthodes qu'il développe des réponses appropriées. Amazon a pris une avance considérable, 1001libraire.com doit monter en puissance. Et toute autre initiative de ce genre est à soutenir fortement. Ce sont des priorités absolues pour vous. C'est un rouleau compresseur doublé d'un tsunami qui s'approche et qui va aller très vite et très fort et sans pitié.
Je vous appuierai à chaque fois que cela me sera possible et à chaque fois que vous m'en donnerez le signal. Mais je ne peux pas faire ça tout seul. Je dispose, avec Madame Laurence Franceschini et Monsieur Norf, ici présents, plus les membres de mon cabinet, d'une administration extrêmement compétente, avec des gens remarquables. Je le dis, ils sont là, ils savent très bien la haute estime que je leur porte. Nous travaillons ensemble d'une manière très régulière et très constante. Ils sont à votre disposition, ils sont là pour vous écouter, ils sont là pour mettre en musique auprès du gouvernement et du reste de l'administration les préconisations qui vous seront nécessaires. Mais il faut que vous nous fassiez remonter aussi très fortement vos inquiétudes, vos désirs, vos besoins, vos imaginations, car l'État ne peut pas tout faire. Et les imaginations, c'est notamment de développer à la fois les mutualisations, mais aussi de développer des initiatives comme cette 1001libraire.com, de manière à la faire monter en puissance à la vitesse et avec le périmètre qui lui est indispensable. Dans le cadre d'un plan d'action en faveur de la diffusion du livre, les éditeurs doivent aussi avoir leur part. Je l'ai dit, l'intérêt bien compris de toute la filière est de préserver le réseau exemplaire de points de vente indépendants qui quadrillent notre territoire. Je constate qu'Antoine Gallimard m'écoute très attentivement. Sans ce réseau, fatalement, les ventes se concentreront sur un nombre réduit de titres. Le risque éditorial deviendra de plus en plus difficile à prendre. À terme, la production s'appauvrira et donc très vite, là aussi, la qualité de votre offre se réduira. La loi du 10 août 1981 donne un grand pouvoir à l'éditeur. C'est lui qui fixe le prix de vente au détail du livre. Dans ce cadre, le détaillant, pour sa rémunération, dépend de la remise que lui consentent les diffuseurs. Cette loi, je l'ai dit, est une bonne loi. Elle prévoit également, en contrepartie de ce grand pouvoir donné à l'éditeur, que le travail qualitatif du libraire doit être majoritairement pris en compte pour établir la remise. Aujourd'hui, l'étude du cabinet Xerfi montre que les coûts de ce travail qualitatif augmentent dangereusement, que ce soit à travers les frais de personnel qui permettent d'assurer un bon service de conseil, à travers les charges immobilières indispensables à l'implantation des librairies indépendantes comme commerce de centre-ville, à même de permettre d'assurer au mieux la diffusion du livre envers un public varié. J'ai moi-même ce problème, juste à côté du ministère de la Culture, une des meilleures librairies de Paris, la librairie de la Main, qui se trouve menacée par son propriétaire, qui veut récupérer le bail ou qui veut l'augmenter. Et la perte de la librairie de la Main serait une catastrophe, car c'est une librairie qui est un véritable centre culturel. Donc je connais bien ce genre de problèmes et de questions. Et je voudrais aussi, là, réfléchir avec vous et trouver des réponses appropriées. En regard de toutes ces contraintes, la marge commerciale stagne. Les remises commerciales ne prennent pas en compte ce renchérissement du service qualitatif, ou pas assez, alors même que la logique de la loi de 80 devrait les y amener. Des orientations claires pourraient donc être données aujourd'hui par les éditeurs à leurs prestataires de diffusion pour qu'ils tentent de réajuster les politiques commerciales dans un sens d'adaptation plus précise à l'évolution de la profession de librairie et peut-être aussi plus conforme à la loi. Je le répète, cette démarche est à la mesure de l'intérêt bien compris de toute la filière. Le fragile écosystème de la création et de la diffusion ne doit pas être mis en danger pour satisfaire des objectifs de rentabilité uniquement propres à tel ou tel segment de la chaîne du livre. Nous sommes tous embarqués dans le même bateau, éditeurs, libraires, face à ce qui est en train d'approcher. Chacun doit faire un effort.
Soyez également assurés de ma détermination à faire en sorte que les pouvoirs publics prennent toute leur part de responsabilité dans le soutien à la librairie indépendante. Nous sommes tous dans le même bateau. Les professionnels de votre secteur disent souvent que le livre est la première des industries culturelles par son volume d'affaires, mais qu'elle est également la moins aidée par les pouvoirs publics, et qu'elle serait peut-être la moins aimée, tant il est vrai que l'intérêt de l'État se manifeste en général par le volume des crédits qu'il affecte à telle ou telle de ses priorités. Je m'inscris en faux devant cette impression. Une telle conception pourrait être admise, peut-être, si l'on s'en tenait à la seule observation des aides publiques allouées à la librairie. Mais en vérité, l'appréciation est plus complexe à mener. Ainsi, pour 2010, le soutien direct de l'État à la librairie française peut être estimé à 3,5 millions d'euros. Le ministère de la Culture lui-même a dépensé 1 million via ses DRAC et le CNL a alloué 2,5 millions à cet objectif. Les aides du CNL sont en forte progression ces dernières années, notamment du fait de la mise en place de l'aide à la valorisation des fonds de librairie, pour un montant d'un peu plus de 800 000 euros. Mais le livre bénéficie également d'une bienveillance importante de la part des autorités politiques de notre pays. C'est ainsi notamment que les lois votées en faveur de ce secteur le sont très souvent, sinon toujours, à l'unanimité du Parlement. J'ai pu m'en rendre compte peu après mon arrivée à la tête du ministère, lorsque nous avons débattu de l'exemption pour le livre de la réduction des délais de paiement prévus par la loi de modernisation de l'économie. Le livre est désormais le seul et unique secteur économique à être exempté de la réduction des délais de paiement. C'est un résultat dont, je l'espère, chacun ici peut mesurer le caractère exceptionnel et fort utile. De la même manière, la loi sur le prix unique du livre numérique devrait être votée à l'unanimité, malgré le débat nourri auquel elle aura donné lieu. Je rappelle également que le principal soutien financier au livre, et notamment à la librairie, ne passe pas par les aides directes, mais par la dépense fiscale, en raison de l'application du taux de TVA réduit aux livres imprimés, qui représente un effort d'environ 500 millions d'euros pour les finances publiques. C'est un effort considérable qui doit bénéficier d'un soutien indéfectible et qui n'est pas remis en cause, malgré toutes les mesures d'austérité auxquelles on peut, ou de rigueur, auxquelles on peut assister sur le plan budgétaire. La TVA au taux réduit permet aux livres de continuer à être vendus à un prix très raisonnable, puisque depuis plusieurs décennies, la hausse du prix du livre est inférieure à l'inflation. Prix unique, prix attractif sont deux piliers indissociables de notre vision de l'économie du livre. Dans un contexte où les charges de la librairie augmentent, la sagesse avec laquelle évolue le prix du livre constitue sans doute une question supplémentaire. Beaucoup d'autres commerces de qualité, pour se maintenir en centre-ville, n'ont pas hésité à augmenter leur prix très sensiblement. Les consommateurs le savent. Cette difficulté générale, nous devons l'assumer collectivement. Le gouvernement et le Parlement, de leur côté, ont soutenu l'extension du taux réduit aux livres numériques, car le niveau de prix sur ce marché sera un déterminant essentiel de la rémunération de la filière, mais aussi du comportement du public, qui doit rester, bien évidemment, notre ligne d'horizon. Cette mesure devrait s'appliquer au 1er janvier prochain. Chacun sait qu'elle n'est pas en l'état conforme au droit fiscal communautaire. C'est pourquoi Jacques Toubon a été chargé par le président de la République de poursuivre sur ce sujet une vaste mission de conviction auprès des États membres et de la Commission européenne. Il s'agit d'un travail de persuasion difficile, mais dont les premiers résultats sont encourageants et que je relaye moi-même à chaque fois que je me rends à Bruxelles, c'est-à-dire très fréquemment, la semaine prochaine par exemple. Dans le contexte difficile et incertain que nous connaissons, la contribution des pouvoirs publics doit emprunter également deux voies complémentaires. Il convient tout d'abord d'élargir le cadre de régulation de l'économie du livre. C'est bien entendu l'objet de la proposition de loi sur le prix unique du livre numérique. Demain, 17 mai, 30 ans après la loi Lang, la loi sur le prix du livre numérique sera définitivement adoptée au Parlement.
15 mois après que le président de la République en eut lancé l'idée. J'étais d'emblée partisan de sa disposition la plus discutée, à savoir son application aux distributeurs établis hors de notre territoire, lorsqu'ils commercialisent des livres numériques auprès de lecteurs français. Cette initiative, lancée conjointement par le gouvernement et par le Parlement, a subi de nombreuses critiques, souvent lancées sur le mode de la dérision. J'ai l'habitude. L'idée d'une régulation du prix du livre à l'ère numérique aurait été irréaliste et aurait manifesté une fois de plus l'ignorance des autorités de ce pays en matière de fonctionnement réel des réseaux numériques. Je constate donc avec une grande satisfaction qu'en un an, les termes du débat se sont déplacés et que cette loi est désormais regardée avec intérêt par ceux-là même qui ont contesté le principe. Et la France n'a pas à rougir de le faire une nouvelle fois, elle est éclaireur en ce domaine. Cela dit, la montée en puissance du livre numérique ouvre décidément un nouveau chapitre où plus rien ne sera pareil. Tout commence pour le ministère de la Culture que je suis, car nous savons que cette loi n'est pas regardée avec bienveillance par la Commission de Bruxelles. Aujourd'hui même, le gouvernement français communique sa réponse aux avis très réservés que la Commission nous a adressés sur ce texte. L'enjeu n'est pas mince, nos arguments sont solides. Nous démontrons dans cette réponse qu'un système de prix fixe est le meilleur garant de la rémunération de la création et de la diversité éditoriale pour le livre numérique, comme il l'a été pour le livre imprimé. Nous y soulignons la nécessité de maintenir un certain niveau de prix de vente pour que la création se rémunère correctement, ce qu'un tarif uniforme de 9,99 € ne permet pas. Nous démontrons enfin la nécessaire complémentarité des réseaux de librairies physiques et des réseaux numériques pour atteindre cet objectif de diversité éditoriale, là où la Commission prétend qu'un pur acteur de l'Internet peut seul y suffire. Là où la Commission prétend qu'un pur acteur de l'Internet peut seul y suffire. Nous devrons parallèlement gagner des partenaires dans ce combat. Je pense notamment à l'Espagne, à l'Allemagne, aux Pays-Bas, qui paraissent partager nos vues. Il faudra convaincre le Parlement européen, traditionnellement plus sensible que la Commission aux questions culturelles, pour inscrire le prix du livre numérique à son agenda. J'ai d'ores et déjà commencé ce travail de persuasion et de conviction, et je suis raisonnablement optimiste sur notre capacité à réunir un groupe d'États favorable à la régulation du prix du livre dans l'univers numérique. Je suis raisonnablement optimiste, je suis fondamentalement décidé. Tout commence également pour les professionnels de la filière que vous êtes, éditeurs mais surtout libraires. Et évidemment, pour le point que je viens d'évoquer, à chaque fois que vous vous manifesterez d'une manière très très forte, très très nette, très consensuelle, ce sera autant d'appui pour moi, pour le combat que je mènerai en votre nom, avec vous et en votre nom. Je me doute bien que pour beaucoup d'entre vous dans cette salle, le numérique demeure un horizon très lointain. Et il est vrai que la vente de livres numériques est aujourd'hui pratiquement inexistante pour la majorité des acteurs de la filière. Nous savons néanmoins qu'elle peut être rémunératrice pour ceux qui la pratiquent d'ores et déjà. Nous savons surtout qu'à New York, depuis le mois de janvier de cette année, les ventes de livres numériques ont dépassé les ventes de livres de poche. Pour Amazon, le livre numérique représente désormais plus que le livre papier. L'Amérique, certes, demeure un nouveau monde en la matière. L'Europe connaîtra sans doute des évolutions un peu moins rapides. Toutefois, je ne saurais trop engager votre profession, une nouvelle fois, à les anticiper dès à présent. La loi sur le prix unique délimite un cadre adapté à cet égard. Les années qui viennent seront cruciales pour permettre à la filière du livre de s'organiser, afin que le numérique, dans un souci de diversité culturelle, bénéficie bien à tous les acteurs et pas seulement aux plus grands. 2 ans, ce n'est pas trop long, notamment pour que la plateforme 1001libraire.com puisse vraiment se mettre en situation de devenir un véritable acteur de la vente de livres numériques. Nous devons également veiller à affermir la régulation existante qui a fait ses preuves.
Je pense en premier lieu à la responsabilité particulière qu'ont les pouvoirs publics en leur qualité d'acheteurs de livres. La loi sur le prix unique a été étendue aux achats des collectivités publiques en 2003. Les rabais pratiqués ont été limités pour que les librairies indépendantes puissent reprendre pied sur ce segment d'activité qu'elles avaient laissé aux grossistes. Depuis lors, le prix n'est plus un critère déterminant pour l'attribution des marchés. Les ventes aux collectivités représentent une part importante des ventes des libraires, 18% en moyenne, mais ce chiffre peut atteindre jusqu'à 50% pour les librairies spécialisées, jeunesse, bande dessinée. Une étude d'évaluation de la loi de 2003, reconduite en 2010 par le ministère de la Culture avec l'aide de plusieurs régions, montre que les librairies indépendantes représentent plus des 2/3 des achats de livres des bibliothèques, un chiffre plus élevé qu'il ne l'était avant le plafonnement des rabais. Néanmoins, du fait des réformes du Code des marchés publics, on assiste depuis 2005 à un mouvement de reconcentration de ces marchés au profit de quelques très grandes librairies et au détriment des librairies locales. J'ai donc demandé à mes services de conduire avec les régions tout au long de l'année des actions d'information destinées à donner aux acheteurs publics toutes les clés, dans le respect du cadre légal, pour permettre aux acteurs locaux de soumissionner dans les meilleures conditions. Un vade-mecum des appels d'offres en matière d'achat de livres à destination des bibliothèques sera également diffusé cette année. Ah, il retombe. Chaque fois que je range, il se passe quelque chose. Il ne faut pas ranger. 2011 est une année test en matière de marché public, car il s'agit d'une année de renouvellement des appels d'offres pour les bibliothèques territoriales et universitaires. Je pense que ces travaux pourront être poursuivis par l'engagement de réflexion avec les collectivités territoriales, notamment les régions, sur le rôle joué par les libraires indépendants dans la fourniture de manuels scolaires aux familles. Il s'agit d'un dossier sensible, en raison des modèles de gratuité complète mis en œuvre par de nombreuses collectivités, non des moindres. Mais il me semble que des discussions pourraient opportunément être ouvertes à ce sujet. Je ne voudrais pas que l'on se méprenne sur ces actions. Il est naturel que certains libraires indépendants sachent mieux que d'autres tirer profit des commandes publiques, sachent s'organiser de manière à avoir une activité nationale dans ce domaine, mais c'est au détriment, sans doute, parfois en tout cas, de certains acteurs locaux. Les pouvoirs publics n'ont pas vocation à remettre en cause ces axes de dynamisme, mais il s'agit en revanche d'éviter que ne se forment des déséquilibres trop importants qui, eux, seraient néfastes à l'ensemble de la librairie indépendante. Parce qu'elle déplace les équilibres subtils établis entre les acteurs des filières économiques, la révolution numérique fait naître, dans beaucoup des secteurs relevant de mon ministère, un besoin d'intervention, voire de médiation de l'État. Si la loi de 1981 a produit des effets incontestablement positifs, son application peut soulever des difficultés, entraîner des contournements, notamment sur Internet. Je pense à plusieurs exemples, tels que le marquage des prix, la dilution de la perception du prix unique sur Internet, les ventes avec prime ou réservées par exclusivité à certains circuits, la contestation du champ d'application de la loi de 1981 par certains opérateurs situés aux marges de l'économie du livre, par exemple pour les partitions musicales. À terme, ces difficultés, ces grignotages, ces contournements sont de nature à fragiliser la loi langue. Et qui peut dire aujourd'hui comment la nouvelle loi sur le prix du livre numérique sera mise véritablement en œuvre? J'observe cependant qu'aucune autorité au sein de l'État n'assure la police de ces dispositifs, pas plus la Direction générale de la concurrence, qui s'y refuse, que le ministère de la Culture, dont ce n'est pas la vocation. Face à cette situation, les contentieux ne constituent pas pourtant la meilleure réponse, notamment parce que leur résolution requiert parfois plusieurs années, mais aussi parce qu'ils attisent les clivages, alors que des solutions à l'amiable pourraient parfois les éviter. La médiation des pouvoirs publics, qui a été assumée avec succès pour certaines industries culturelles, comme le cinéma, n'est pas une idée neuve pour la filière du livre. Je pense à la mission Cahar, consacrée à la moralisation de l'office et aux remises qualitatives au début des années 90, ou encore à la réflexion déjà ancienne qui avait donné lieu en 2003 à la remise par Francis Lamy, médiateur du cinéma, d'un rapport ad hoc au ministère de la Culture.
La médiation ne peut pas avoir pour fonction de se substituer au jeu normal de la relation commerciale entre éditeurs et diffuseurs. Cela a toujours été clair dans mon esprit, et le remarquable rapport remis par Antoine Gallimard en 2007 sur la librairie indépendante l'a rappelé. De ce point de vue, je salue les initiatives commerciales que le groupe Hachette vient d'annoncer pour améliorer la rentabilité des librairies bénéficiaires du label Librairie de référence. Le fait que ce groupe, qui occupe une place importante au sein de la chaîne du livre, s'engage sur cette voie constitue un signe fort de responsabilité pour tous les autres acteurs. En dépit de la primauté donnée à la relation commerciale, la médiation peut néanmoins jouer un rôle bénéfique. Sans avoir de plan préconçu, je souhaiterais donc qu'une discussion puisse être réactivée rapidement dans ce sens avec l'interprofession. Et peut-être faudra-t-il nommer, donc, à l'issue de cette discussion rapidement, un médiateur qui nous permette de faire le point de l'ensemble de la situation dans le contexte que nous connaissons. Parallèlement à ces efforts en vue d'élargir et d'affermir notre cadre de régulation, il convient d'approfondir nos dispositifs de soutien. Je pense en tout premier lieu au label Librairie indépendante de référence. J'ai attribué pour la première fois ce label peu après mon arrivée au ministère de la Culture en août 2009. Près de 500 libraires sont aujourd'hui concernés. Ils forment comme le fer de lance de la politique de la diversité et de la qualité que nous poursuivons. D'emblée, cependant, j'ai appelé de mes vœux une réforme du dispositif afin d'inclure des libraires de très haute qualité, des librairies de très haute qualité dont le travail est reconnu, mais que les critères trop stricts du dispositif pénalisaient. C'est chose faite. Désormais, le Conseil d'État étant actuellement saisi du projet de décret relatif à l'extension des critères du label, je ne vois pas pourquoi il serait retoqué. Je ne peux que vous inciter, vous libraires, à faire vivre le label, à l'assumer pleinement pour en faire un cadre de développement et de renforcement de votre profession. En ce qui concerne les pouvoirs publics, je proposerai à mes collègues du gouvernement de conduire la réflexion destinée à approfondir le dispositif dans 2 directions complémentaires. Le label donne la possibilité aux librairies d'être exemptées de taxes économiques locales. On ne sait pas à ce stade si les collectivités ont ou non voté en nombre des mesures d'exception, l'année 2009 ayant été une année de réforme de la taxe professionnelle. Mais je constate qu'il semblerait que la ville de Lyon se soit engagée sur cette voie et on ne peut que l'en féliciter. Vous pouvez applaudir, j'ai entendu 1 ou 2 applaudissements. Non, parce que c'est très important. C'est très important ce combat commun, dont je ne saurais trop rappeler à quel point il est commun. C'est un combat que nous devons mener avec les collectivités. Et si une collectivité aussi importante et aussi emblématique que Lyon donne l'exemple, mais c'est un atout formidable. C'est un atout sur lequel on va pouvoir construire, sur lequel on va pouvoir argumenter, et dont les effets matériels, proprement dit, vont être considérables. En cas de réticence des collectivités, il serait logique de réactiver l'idée originelle d'une compensation, sinon totale et automatique, comme dans le cas du label Arrêt-Essai pour les salles de cinéma, du moins partielle, des exonérations qui sont octroyées par les collectivités territoriales. On pourrait penser à une aide de l'État à la collectivité, à hauteur de 50% par exemple du coût de l'exemption, de manière à faire du label un dispositif d'aide partagée. Je souhaite également relancer l'idée d'une inflexion éventuelle des charges sociales pour les librairies bénéficiaires du label. Vous imaginez à quel point cette idée me rend populaire auprès de certains membres du gouvernement. Mais malgré tout, je continue à insister et à dramatiser le débat. Car en dramatisant le débat, on fait progresser la prise de conscience, pas à diaboliser tel ou tel partenaire, ça c'est pas du tout mon genre, mais à dramatiser le débat, oui,
parce que comme ça, on fait avancer les idées. Cette piste de l'inflexion des charges sociales m'a été suggérée par le rapport d'Antoine Gallimard sur la librairie en 2007. Et cette piste, elle me semble très pertinente au regard du coût sensiblement plus élevé du travail en librairie et de l'importance des emplois culturels créés par le secteur. Je souhaiterais enfin engager une politique volontariste de contractualisation avec les régions pour renforcer et donner de la cohérence aux aides attribuées à la filière du livre. La diversité culturelle et éditoriale, l'exigence de qualité, vous l'avez compris, sont des objectifs essentiels de la politique portée par l'État. Ils sont au cœur de l'action du Centre national du livre. Ils constituent le critère déterminant à l'aune duquel différentes commissions proposent d'attribuer des aides. Pour autant, il serait dangereux aujourd'hui d'oublier l'une des finalités de la loi de 1981, qui fut et qui doit rester une loi d'aménagement culturel et économique du territoire. Cette visée est particulièrement importante au moment où l'étude CERFI montre clairement que les librairies menacées ne sont pas celles du premier niveau, celles pour simplifier bénéficiaires ou susceptibles de bénéficier du label. Celles-ci tirent en fait plutôt bien leur épingle du jeu, car une politique de qualité finit toujours par payer. Les librairies qui souffriront le plus sont celles des villes petites ou moyennes, constitutives essentiellement du second niveau ou de réseaux moins structurés. Ces librairies sont elles aussi appelées à se réinventer en se diversifiant, en développant leur rôle d'animateur culturel, en approfondissant tout ce qui fonde l'attachement du public à sa librairie, la proximité, le plaisir de l'échange et de la transmission, le sentiment d'appartenance à une communauté intellectuelle ou culturelle. Et à cet égard, j'insiste beaucoup sur le fait que, autant j'ai appuyé la politique du label, autant j'ai souhaité étendre le périmètre du label en supprimant certaines dispositions qui me semblaient trop contraignantes, autant je respecte tout autant les librairies qui n'ont pas, pour une raison ou pour une autre, le label en question, et qui méritent tout autant d'être soutenues et considérées, car elles rendent là où elles sont, là où elles se trouvent, auprès des publics auxquels elles s'adressent, un service incomparable. Il n'y a pas deux classes. Il y a les librairies souvent orientées sur des ventes qui ne sont pas uniquement peut-être celles des livres que l'on trouve dans les librairies à label, mais qui est loin de moi, l'idée de ne pas les considérer avec autant d'attention que je ne considère les autres. Alors que des métamorphoses importantes doivent être engagées, ces milliers de points de vente essentiels à nos villes sont peu touchés par les aides du CNL, qui bénéficient à des structures relativement importantes situées dans des villes de grande taille. Quant aux aides dispensées par les DRAC, celles-ci ne suivent pas de ligne directrice encore suffisamment définie et cohérente dans ce domaine au plan national. Enfin, les régions ne proposent encore que très peu d'aides à l'économie du livre, alors même qu'elles ont une grande responsabilité dans l'aménagement culturel du territoire. Je travaillerai sur tous ces points, de manière à les rendre plus cohérents, plus homogènes, plus actifs. Les librairies des villes petites et moyennes doivent donc bénéficier de formes de soutien plus adaptées que nous pouvons construire avec les régions dans le cadre des contrats de progrès bénéficiant à certaines filières économiques. Les contrats de progrès sont des dispositifs mis en place par les régions avec le soutien de l'État. Il s'agit d'établir un diagnostic sur certaines filières économiques et de construire des plans de soutien généralement sur 3 années. Alors que la culture a jusqu'à présent été largement ignorée par ce type de réflexion, la signature de contrats de progrès en matière de diffusion du livre nous permettra d'inciter les régions à intervenir sur ces secteurs, afin de rationaliser les aides de l'État en les orientant en fonction d'un objectif d'aménagement culturel et économique du territoire. J'ajoute sur ce thème que je souhaite proposer au gouvernement la relance du FISAC,
ce fonds de soutien au commerce de biens culturels afin de renforcer les dispositifs d'aide à la modernisation des petites librairies. Le FISAC, c'est comme le triangle des Bermudes. Hein, il a disparu. Disparu, je ne sais pas comment, c'est parce qu'il est arrivé, mais en tout cas, on n'arrive plus à déterminer où il se trouve. Il se trouve, paraît-il, dans un autre ministère, mais je finirai bien par mettre la main dessus. Il ne faut pas le dire. Hein. Enfin, il ne faut pas trop le dire, quoi. Je vois Laurence Franceschini qui me fait les gros yeux. Pour conclure, j'étais un peu long. Hein. Je vous prie de m'excuser, j'étais un peu long. D'abord parce que depuis une semaine, je dors à peu près 4 heures par jour entre le Festival de Cannes, Paris et mes déplacements dans tous les sens. Et donc le débit est un petit peu plus lent. Et puis parce que aussi, je voulais vraiment prendre le temps avec vous d'essayer de brosser tout un ensemble de questions qui vous concernent et de vous faire sentir à quel point, avec mon équipe, nous sommes attentifs à ces questions et comme nous voudrions travailler avec vous vite et bien pour commencer à construire des réponses qui vous seront utiles. C'est pour ça que c'était un peu long. Pour conclure, quels que soient leurs avantages et leurs commodités, les sites de vente en ligne ne permettront jamais aussi efficacement à la création nouvelle de rencontrer son public que ne font les hommes et les femmes qui, chaque jour, dialoguent avec les lecteurs dans les librairies, jusqu'à se reconnaître dans la belle expression de passeurs de livres. À cet égard, il y a un livre absolument remarquable qui vient de paraître aux États-Unis du patron de la bibliothèque de Harvard, Apologie du livre, Robert Darnton, que vous pouvez trouver facilement chez vous, et qui explique à quel point, oui, c'est un livre Gallimard, hein, oui, c'est vrai, et qui explique à quel point aux États-Unis, où les chiffres sont catastrophiques, hein, l'économie libérale a mis les librairies dans des situations terribles, avec des faillites en chaîne, plutôt avec des faillites de chaînes de libraires, et des repositionnements extraordinairement brutaux. Eh bien, Darnton explique aussi, lui, qui est un adepte de l'économie libérale, l'économie numérique également, il explique à quel point les librairies sont indispensables à la vie américaine et à quel point aussi, dans un univers très difficile, un contexte très difficile, de nombreuses librairies ont réussi non seulement à s'en sortir, mais à se développer, fruit d'initiatives individuelles, fruit d'un grand travail d'animation et de transmission que le numérique ne peut pas remplir. Vous êtes des médiateurs et la médiation n'appartient qu'à vous. Personne d'autre ne pourra remplacer votre médiation. Dans un monde sans libraire, réduit à quelques grands supermarchés numériques, qui découvrira, qui fera partager les Julien Gracq de demain? Soyez donc assurés, une nouvelle fois et encore, de ma détermination à vous accompagner aux côtés des autres acteurs de la chaîne du livre pour penser et construire ensemble l'avenir de la librairie. Je vous remercie pour votre patiente attention.